Des entrepreneurs qui n'ont pas peur des défis. Des experts qui amènent leurs meilleurs outils. Entrez dans le garage avec les dérangeants. Pour cet épisode enregistré dans le cadre d'Expo Entrepreneur 2020, on retrouve Étienne Crevier, fondateur de Biogénique. Donc, bonjour à tous. Merci de vous joindre à nous. On est salle comble à Expo Entrepreneur 2020. Étienne Crevier, fondateur de Biogénique. Je suis accompagné de David Côté. Salut, David. Allô, Étienne. Comment ça va? Ça va bien. Je me suis réveillé tôt. Je pensais que j'étais en retard pour ma conférence là-bas, puis je l'ai échappé belle. Classique, David. Donc, aujourd'hui, dans le garage, le sujet est développer les marchés internationaux. Soyez bien préparés. On est accompagné de deux experts. Puis, messieurs, je vous laisse vous présenter. Jean-Michel, je commencerai avec toi. Excellent. Jean-Michel Lacroix. Je travaille pour Desjardins au niveau des services internationaux. Donc, j'accompagne les entrepreneurs et les entreprises à réaliser leurs rêves à l'international, surtout au niveau transactionnel, parce qu'évidemment, quand on va à l'international, on va parler de devises, on va parler de paiement, on va parler d'importation, d'exportation. Donc, j'essaie de simplifier ça puis de rendre la vie des entrepreneurs plus simple. J'aime ça. Benoît. Oui. Bienvenue. Merci d'être avec nous. Merci encore. Benoît Yel, je travaille au cabinet Garling WLG. Cabinet d'avocats, agent de brevet, agent de marque de commerce international. J'accompagne les entreprises locales à l'étranger quand les gens veulent étendre leur marché en dehors du Québec, en dehors du Canada, en dehors des États-Unis. On les accompagne avec la protection de propriété intellectuelle. Dans mon cas, c'est ce que je fais. Protéger les inventions que les clients développent. Toujours avec un angle de besoin d'affaires. Il faut que ça serve. On développe de la propriété intellectuelle, mais il faut que ça ait un besoin d'affaires derrière à laquel ça répond. Très cool. Combien de brevets à ton actif, là? Que moi, j'ai écrit? Non, ton nom personnel. À mon nom personnel, je n'ai un. T'as fait une invention? Je suis inventeur, ouais. Un seul. On veut savoir c'est quoi. Je pense que tout le monde veut savoir c'est quoi. Voulez-vous savoir c'est quoi? Écoute, une histoire courte avec tout ça, mais... Un rasoir à kiwi. Non. À Vancouver, à un moment donné, il y a un passager turbulent qui est carrément mort après avoir été attaqué par plusieurs pistolets électriques à impulsion. OK? Ça a fait la une à ce moment-là. Puis bon, moi, à ce moment-là, j'étais chez Ericsson. Je travaillais sur des composantes avec d'autres inventaires sur du short range radio. Fait que là, je me suis dit, regarde, qu'est-ce qui arriverait si les pistolets se parlaient entre eux pour pouvoir donner une impulsion qui soit mesurée en fonction du nombre d'impulsions qui sont envoyées. Un innovateur, un gars de tech. Un gars de tech. Fait que, bref, ça a été ça mon seul et unique brevet. Mais je suis un bon poseur de questions plus qu'autre chose. Ça a peut-être sauvé des vies. Ça a peut-être sauvé des vies, mais je pense pas que ça a été implémenté, honnêtement. Je pense que c'était juste une bonne idée qui n'a jamais vu une implémentation encore. Mais bref, c'est ça. Bien, commençons, allons dans le vif du sujet dès maintenant. Les marchés internationaux, messieurs, comment résumer ça? Comment attaquer? Moi, personnellement, est-ce que c'est d'aller à l'international, ça va être plus facile, c'est mieux? David, t'en penses quoi? Mais moi, je suis dans l'agroalimentaire, puis je pars jeudi prochain en Californie pour 1 mois pour développer le marché là-bas. On est finaliste à Expo West, qui est un grand show alimentaire, pour 2 concours, dont un qu'on n'avait pas le droit de participer parce qu'on est du Québec, mais on a participé puis on est finaliste quand même. C'est quand même cool. Mais en gros, toutes les entreprises agroalimentaires, je suis proche des gars de Gourou, de Prana, de Marie-Josée, quelques autres entreprises dans l'alimentaire. À chaque fois qu'ils partent aux États-Unis, ils disent toujours ça coûte vraiment cher puis on fait pas une cent. Puis ça draine tout l'argent du Canada. Fait qu'ici, ils arrêtent de mettre de l'énergie au Canada, ils commencent à exporter aux États-Unis, à essayer de vendre là, puis ça prend toute leur vente, en fait. Puis ça prend toute leur énergie, puis ils font pas d'argent parce que ça coûte cher de prendre le marché. Jean-Michel, as-tu l'impression que c'est commun comme histoire? En fait, aller à l'international, c'est ma règle du 5 fois. Là, on en parlait un peu avant l'épisode, là. Tout est 5 fois plus compliqué, 5 fois plus cher, 5 fois plus long, 5 fois plus dispendieux. Et il faut être préparé à aller à l'international. Tu sais, c'est beau, comme tu disais, je m'en vais en Californie, mais il faut que tu sois prêt comme entreprise à recevoir ces commandes-là parce que le marché californien, on s'entend. D'après moi, la ville de Los Angeles, c'est la province de Québec, là. Et plus. En fait, c'est la ville de Los Angeles, c'est presque tout le Canada. Exact. Donc, l'État de Californie, en tout cas. Exact. Mais non, on parle beaucoup des États-Unis, puis messieurs, j'aimerais avoir votre opinion à savoir si on parle de l'Ontario ou la Colombie-Britannique, pour des Québécois, ça peut-tu être à la limite
une forme d'exportation? Faut-tu être Moi, préparé? je reçois des subventions d'exportation quand je traverse la frontière de l'Ontario. Export Québec, là. Ouais, beaucoup de subventions disponibles pour l'exportation. Ça, on va y arriver sur les outils plus tard dans le garage. On va parler, mais pour vous, Jean-Michel, Benoît... Moi, clairement, quand on obtient de la propriété intellectuelle, c'est pas provincial. On obtient de la propriété intellectuelle au Canada, ça reste pan-canadien. Le marché national, pour moi, ça reste le marché canadien. Mais clairement, il y a des enjeux, par contre, de commercialisation qui sont différents au Québec puis ailleurs. Puis on le voit dans les deux directions, d'ailleurs. Il y a des enjeux au Québec, par exemple, avec la langue française, en termes de commercialisation puis en termes de mise en marché, qui n'existe pas ailleurs. La marque de commerce. Ce qui fait que, généralement, les entrepreneurs québécois sont mieux préparés à ça. Ils sont plus facilement capables d'attaquer les autres provinces que l'inverse. Notre marché, à cause de la langue française, souvent, va être un peu protégé, si on veut, des solutions génériques qui marchent ailleurs au Canada. Tandis que nous, on a l'opportunité d'avoir souvent déjà du branding qui est fait dans les deux langues. On a déjà notre packaging, pour parler en franglais, qui est prêt à être utilisé partout au Canada. Fait qu'il faut utiliser cet avantage-là. Souvent, notre capacité d'attaquer le marché ailleurs au Canada, je pense, est plus grande que l'inverse. Jean-Michel, toi, chez Desjardins. On va souvent voir les entreprises, justement, qui veulent aller vers les États-Unis ou veulent aller vers l'Europe ou ailleurs dans le monde, qui ont bénéficié de cette expérience-là d'aller sur le marché ontarien, d'aller sur le marché ailleurs au Canada. La première, c'est le baby step. Là. C'est l'école primaire avant d'aller plus en exportation. Puis, à quel point un brevet est essentiel pour aller à l'international, Benoît? C'est pas du tout essentiel. C'est un beau diplôme sur un mur, là. Ça dépend. Ça dépend du marché. Le brevet, il faut que ça serve. Il ne faut pas que ce soit juste un bout de papier sur un mur, exactement. Souvent, ce qu'on va voir, c'est que les entrepreneurs vont justifier l'investissement dans un brevet peut-être par justement le fait que sur le mur, on est capable de mettre le diplôme. Puis donc, il y a un avantage marketing qui peut être obtenu juste par le fait de dire « j'ai une technologie brevetée ». Mais souvent, c'est pas suffisant, puis c'est pas ça qui va faire vraiment la différence. Ce qui va faire la différence, c'est si on est capable de monétiser notre propriété intellectuelle. Puis pour ça, il faut qu'il y ait un marché. Le brevet, il crée pas le marché. Le brevet va supporter un marché qui existe ou qu'on est en train de développer. Puis souvent, c'est pas parce que tu as un brevet que tu vas te retrouver dans un marché plus facile. Il n'y a aucun document juridique là, qui va transformer un requin en lapin. Ça n'existe pas. Si tu es dans un aquarium rempli de requins, tu vas te faire bouffer. Tu vas vraiment te faire bouffer si tu es dans un aquarium rempli de requins. Puis c'est pas parce que tu as des brevets ou des contrats qui sont blindés que ça va peut-être faire moins mal. Tu vas peut-être t'en tirer vivant, mais ça va faire mal pareil. Ce qui fait que c'est la confiance en premier lieu quand tu t'en vas dans un marché international. Le brevet peut permettre d'établir une relation de confiance avec un autre partenaire en disant « j'ai un brevet, puis si toi tu m'aides dans ton marché, on va pouvoir partager les fruits de notre travail commun. » Puis ça aide à nourrir une relation de confiance. Mais s'il n'y a pas de marché, le brevet ne sauvera rien du tout. Et est-ce qu'il y a des brevets qui ne sont pas pour des choses concrètes, physiques, des machines? Est-ce que tu peux faire un brevet pour un concept, pour un modèle d'affaires ou des choses comme ça? Ou ça, c'est plus du trademark? En fait, le brevet s'adresse à une réalisation d'une idée, mais pas à l'idée elle-même. La réalisation, ça peut être un objet tangible, mais des fois, c'est un procédé aussi. Aux États-Unis, en particulier, on peut protéger une méthode d'affaires. C'est pas évident à protéger, mais c'est possible si vraiment l'innovation elle est grande. Mais en théorie, n'importe quelle innovation, on est capable, nous, c'est notre travail comme agent de brevet, de la présenter de la bonne façon pour présenter finalement la réalisation technique d'une idée. C'est comme ça qu'on va réussir à la protéger. Les dérangeants, dans le garage. Toi, David, as-tu des brevets pour ta mission en Californie la semaine prochaine? Non, je suis pas prêt pantoute. J'ai pas de brevet. Mais moi, ça se brevette pas mon affaire. Tu sais, je fais du gros bon sens. Le nom, est-ce qu'il y a-t-il un Loop.us? Non, mais nous, en fait, on ne pouvait pas s'appeler Loop parce que Loop, il y avait tellement de compagnies qui s'appelaient déjà Loop aux États-Unis. Fait qu'on s'est Loop Mission. On a rebrandé Loop Mission au Canada aussi, de toute façon, parce qu'on n'est plus juste des jus. Puis là-bas, le Mission va être sur la bouteille. Fait que ça va être vraiment Mission Loop. Mais ce que je te dirais à ce moment-là, en termes de propriété intellectuelle, c'est pas focusé sur le brevet, mais de la marque de commerce. Parce que quand on est en mass market, pour parler en franglais encore une fois, bien souvent, c'est la marque de commerce qui va être vraiment notre manière de nous différencier. Puis, je serais curieux, une entreprise qui arrive dans ton bureau, Jean-Michel, qui n'a pas de brevet, mais qui dit « Let's go, guys, moi, je m'en vais en Chine ». Comment tu te sens? Bien, d'un, je me sens mal parce que mon ami Benoît n'a clairement pas rencontré l'entreprise, mais en fait, ça revient à la préparation.
L'entreprise qui vient me voir, qui vient se préparer à aller sur le marché chinois, ça va être dans les premières questions qu'on va lui poser. Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu as les ressources financières? Est-ce que tu as les ressources humaines pour répondre à ce nouveau marché-là? Et est-ce que tu t'es entouré des gens, justement, pour tes brevets, pour tes contrats? Parce qu'évidemment, un contrat au Québec, c'est pas la même chose qu'un contrat en Ontario ou un contrat en Chine ou un contrat aux États-Unis. Il faut réfléchir à ces choses-là. Il y a des différences culturelles, il y a des différences d'affaires. Donc, rapidement, on va ramener l'entrepreneur à quel est ton niveau de préparation. Puis ça m'amène peut-être à une question pour toi, pour ta mission en Californie. Comment vous vous êtes préparé pour vous en aller là-bas? C'est pas vraiment préparé. J'aimerais ça qu'on se rencontre tantôt. Mais en fait, moi, je suis un peu cow-boy. Hein. Fait que moi, souvent, je vais sur le terrain, je vois, puis je regarde la demande, puis après, je réfléchis. À Loop, on s'est souvent posé la question. En fait, ce qui est étrange, c'est que nous, on sauve des fruits et légumes d'ici. Je trouve ça bizarre de sauver des fruits et légumes qui ont été importés de là-bas, de les transformer ici, ce que je fais déjà, puis de les renvoyer là-bas. Ça fait plus ou moins de sens. Fait en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé beaucoup de compagnies de jus, beaucoup de distributeurs, des brokers, des choses comme ça. Fait qu'en fait, je vais pas là-bas pour prendre des contrats pour vendre, je vais là-bas pour rencontrer... En fait, t'es très préparé, là. Pas vraiment. Non, mais je m'en vais là-bas pour rencontrer des compagnies. Fait que nous, notre idée, c'est de prendre les surplus de là-bas et de les transformer là-bas, en fait, littéralement. Mais sauf que j'ai aucune idée, financièrement ou structurellement parlant, par où commencer. C'est OK, si je fais ça, faut-tu que je m'incorpore aux États-Unis? Si je m'incorpore aux États-Unis, faut-tu que mon compte en banque soit là-bas? Si j'engage un employé là-bas, comment ça marche? Toutes les règles pour les employés. Mais prenons un case study. T'as des bonnes questions, en tout cas. Oui, mais ça m'inquiète. Mais Jean-Michel, as-tu une histoire d'une entreprise que tu as accompagnée récemment qui te vient en tête, qui ressemble un peu? Ou... En fait, ça ressemble beaucoup à ce que tu t'en vas faire. T'sais, les gens s'en vont explorer un marché. Dans le fond, ce que tu t'en vas faire, c'est que tu t'en vas voir le marché. Clairement, tu t'en vas pas là pour demain matin bâtir une usine puis démarrer la production là-bas. T'sais, tu te poses les bonnes questions est-ce qu'il va falloir que je m'incorpore? Comment ça va fonctionner? Est-ce que je la sépare de ma compagnie canadienne? Est-ce que toutes ces bonnes questions-là, tu les as déjà en toi, ce qui est bien? Après ça, ça va être de structurer ton projet puis de dire comment qu'on y va. Puis après ça, il y a plein de ressources qui existent. Les gens, on a parlé d'Export Québec tantôt. Je suis sûr qu'on va discuter de ces partenaires-là plus tard. Exact. Mais c'est plein de bonnes questions, mais il y a plein de ressources aussi qui existent. Puis c'est ça qui est le fun pour les entrepreneurs québécois. Le gouvernement du Québec et du Canada sont très, très ouverts à aider nos entreprises ici à exporter. Donc, il faut vraiment saisir ces gens-là qui sont prêts à nous aider puis à vous accompagner là, sur l'étranger. Là, messieurs, on parle beaucoup d'aller sur place, emmener notre produit, la bouteille de jus. What about Internet? Moi, je me rappellerai toujours Biogénique. Quand j'ai parti, on avait oublié de bloquer le e-commerce à travers le monde. Fait qu'on s'est retrouvés avec des commandes du Japon, de la Belgique. Là, comme, on dit, let's go, on va le faire, tu sais. C'est de l'argent, je veux pas les rembourser, tu sais. C'était vraiment un shit show. Ça a vraiment été compliqué. Fait que, est-ce que faire affaire à l'international, mais juste via le e-commerce, pour vous, c'est de l'international? Jean-Michel, ou Benoît? Moi, je dirais que oui. Écoute, c'est une vente que tu exportes ton produit à l'étranger. Par contre, de ce que je comprends, c'est que tu n'avais pas pensé à ça, puis tu n'avais probablement pas évalué c'est quoi les coûts reliés à ça. 350$ de FedEx, pour vrai, là, c'est comme... Par semaine? Non, mais juste un shipping à la boîte. Oui, c'est ça. Non, il y a toutes sortes d'enjeux. Dès qu'on vend sur Internet, il faut savoir qu'il y a de la réglementation qui va s'appliquer. Si on regarde juste dans ma cour à moi, en termes de brevets, si tu vends ton produit du Canada puis tu l'exportes aux États-Unis, quand même qu'il a été acheté sur Internet, c'est de l'importation aux États-Unis puis tu peux être accusé de contrefaçon de brevet. Donc, dès que tu traverses une frontière avec un produit qui est à toi puis que tu as vendu, oui, c'est de la vente internationale. C'est un marché international que tu es en train de développer. Puis est-ce qu'il y a des marchés qui sont considérés comme plus faciles que d'autres? Comme je vois beaucoup de monde là, qui vendent au Japon. Tu sais que tout le monde vend au Japon ou en Chine alors que c'est vraiment loin. Puis il y a plein de monde qui ne vendent pas au Brésil. Fait que je suis curieux. Est-ce qu'il y a des pays que c'est connu, que c'est là que ça se passe parce que les lois, les règles, c'est facile à vendre là. Puis c'est comme le premier pays que tu devrais exporter. En fait, c'est dur à dire quels sont les meilleurs marchés. D'un, ça va dépendre de ton produit, ça va dépendre de t'es où dans ta phase. Pour les jus, là. Non, je te taquine. Mais on taquine pas. Évidemment, je dirais pour les jus, on va y aller au plus facile. Les États-Unis sont proches, sont à côté. Le Canada, à travers le monde, on a une belle réputation. On n'est pas bully, on n'est pas là pour aller pousser les gens. Le monde veut faire affaire avec un Canadien. Exact. Après ça, c'est une question de produit, de prix, de disponibilité et de capacité. Demain matin, tu développes le marché chinois. Le marché chinois est 1000, 2000 fois plus gros que le marché canadien.
c'est sûr et certain que tu n'as pas la capacité de fournir la Chine. Mais moi, j'entends beaucoup souvent dire, si j'ai 1% du marché de la Chine avec les brosses à dents, je vais être multimillionnaire. Ouais, mais si c'était si facile, tout le monde le ferait. Tout le monde le ferait, oui. Mais je pense qu'il y a des pour des produits canadiens, il y a des marchés plus naturels. Tout ce qui est agroalimentaire, effectivement, l'Asie, le Japon, il y a comme un attrait pour... Oui, il y a une aura autour de ce qui est canadien. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'on peut facilement exploiter. Mais les gens... Tu sais, on est un pays nordique quand même. Là. Quand il y a des technologies nordiques qui fonctionnent bien ici, c'est pas aux États-Unis que le marché principal va se trouver. Là. Il va se trouver dans le nord de l'Europe, va se trouver en Russie. C'est pas des marchés faciles à développer. Mais tout ça, ça revient inévitablement à une question de culture. Est-ce que tu es capable d'acclimater ton projet puis t'accompagner à la culture locale? Est-ce que tu vas pouvoir faire un mesh entre ce que tu fais puis comment eux font affaire là-bas? Puis ça, à moins d'avoir des connaissances de la culture locale puis à moins d'avoir des très bonnes références locales, ça va être très difficile de le faire par soi-même. Il y a des marchés qui sont plus simples que d'autres parce soit qu'on sait ou qu'on s'imagine que la culture est plus facile d'accès. Mais initialement, c'est ça qui est la question fondamentale. Est-ce que j'ai un bon fit avec ce que je fais puis comment je le fais? Puis je vais sauter du coq à l'âne un peu, je déroge du plan, messieurs, mais je voulais rebondir sur ce point-là parce que moi, j'ai eu le réflexe, en partant biogénique au début, d'adapter mon plan d'affaires en fonction des organismes ou des bourses ou des missions commerciales qui venaient à moi. Tu sais, le CTA, le Canadian Technology Accelerator à Boston m'invite. J'avais aucunement l'intention d'aller à Boston, mais là, je reçois une invitation. Donc là, j'ai tout changé ma semaine pour y aller. Est-ce que, justement, ce genre d'organisme-là, d'écosystème-là, aide vraiment? Ça vaut-tu la peine d'écouter, de tendre la main pour aller dans ces marchés-là parce qu'on a de l'aide? Bien, effectivement, si tu arrives sur un marché puis tu as déjà un partenaire là-bas ou un collaborateur qui peut t'aider à, connaître le marché, connaître les intervenants puis de te faciliter la vie pour rentrer dans ces marchés-là, ça peut être super intéressant. Puis tantôt, tu parlais pourquoi les gens vendent pas au Brésil puis ils vendent aux États-Unis puis en Europe. Mais des fois, on a les entrepreneurs aussi qui arrivent dans nos bureaux puis qui s'assoient puis disent « Là, Jean-Michel, moi, je vais exporter en République dominicaine. » Ben, pourquoi la République dominicaine? Ben, il fait beau, il fait chaud, il y a des plages. Il me semble que ça serait fun d'aller faire une couple de missions là-bas puis d'explorer le marché. Ouais, mais si ton produit, effectivement, c'est un truc pour les mines, ben, il n'y en a pas de mine en République dominicaine. T'sais, va en Afrique, va en Russie, mais c'est moins sexy. Les dérangeants, dans le garage. Bien, vraiment, moi, j'y reviens. Tu as besoin d'être accompagné localement. Fait que si tu vas à Boston, ton entreprise à Boston, là, ce qui est arrivé, c'est que tu as eu un traducteur culturel. Pas juste la langue, là, mais il y a eu un traducteur culturel. Comment tu t'intègres dans l'écosystème à Boston? Puis comment tu fais en sorte que ta compagnie est bien perçue? Des fois, ça te prend faut que tu fasses un peu de name dropping, là, puis là, que tu utilises le fait que tu es dans une entreprise, un accélérateur connu, puis que ça t'amène un aura de crédibilité puis de confiance. Mais on y revient, confiance. Il faut que tu sois capable d'établir de la confiance dans le marché local, puis pour ça, il faut que tu parles le même langage. Puis c'est pas juste parler la langue, c'est aussi parler le même langage d'affaires. Avoir les bons réflexes, éviter les erreurs communes. Si tu as quelqu'un de local qui t'accompagne, tu as plus de chances de les éviter, ces erreurs-là. De mon côté, moi, je m'étais incorporé au Delaware. Toi, David, t'as-tu... Moi, je suis au Belize que j'étais comme ça. Mais en fait, dis-moi si je me trompe, mais j'ai remarqué en tout cas qu'au Québec, surtout, on dirait qu'il y a un aura autour des entreprises qui ont réussi à l'extérieur avant de réussir vraiment au Canada. Puis je pense que je vois beaucoup d'entrepreneurs, mais moi, je suis dans l'agroalimentaire, évidemment, fait que c'est toujours ma référence, mais qui veulent absolument exporter avant de vraiment être fort au Canada, en fait. Même moi, tu sais, j'ai joué aux États-Unis pour ouvrir la Californie parce que j'ai une demande puis j'ai gagné un concours, etc. Mais je suis pas encore chez Walmart, je suis pas encore tous mes produits chez Costco partout au Canada, je suis pas encore chez London, chez Shoppers Drug Mart. J'ai encore beaucoup de marchés canadiens à prendre avant d'aller aux États-Unis. Mais on dirait que l'entrepreneur veut toujours exporter parce qu'on dirait que c'est comme big puis ça a toujours l'air plus gros, en fait. Jean-Michel, tu penses quoi de ça? C'est pas un syndrome, mais c'est une réalité dans l'entreprise puis dans la vie de ton produit aussi, parce que ton produit en tant que tel a une vie. Est-ce qu'il est rendu dans l'adolescence? Est-ce qu'il est encore dans l'enfance? Est-ce qu'il est rendu dans l'âge adulte? Puis clairement, tu sais, dans ton cas, parce que je connais un peu l'entreprise, là, vous êtes à un stade où vous avez encore beaucoup de place pour grandir, ici et à l'extérieur. Après ça va être une question de... Tu pourras pas être en Californie, à Montréal, à Toronto, à Vancouver, au Japon, en Europe, puis au Brésil, si tu veux aller au Brésil en même temps. Clairement, tu pourras pas. Est-ce que David va se faire couper l'herbe sur le pied
s'il ne va pas tout de suite ou est-ce qu'il doit perfectionner? Nous, c'est ça notre peur. Nous, en ce moment, là, désolé, c'est en train de devenir une étude de cas, mais j'aime ça parler de moi, je suis comme ça. Mais c'est un peu notre crainte, c'est de se dire, OK, ben nous, c'est un modèle d'affaires qu'on a, c'est pas un produit absolument innovant. On fait du jus, puis on fait des savons, puis de la bière, tu sais, avec les surplus des autres. Puis souvent, les choses partent de l'Ouest. En général, tous mes projets d'avant, en fait, j'ai pris des idées en Californie puis je les ai amenées ici. Puis là, c'est un projet qu'on est parti d'ici, puis je vais être sûr que les gens ne partent pas ça avant moi. C'est pour ça qu'on se sent pressé, tu sais, mais on a peur de faire beaucoup d'erreurs pour le partir. Fait qu'on est un peu dans cette situation-là où est-ce qu'en fait, on veut y aller parce qu'on se sent pressé. Est-ce que d'être pressé, comme compter chez Gowling, justement, un entrepreneur pressé, c'est celui qui fait le plus d'erreurs ou c'est celui, en fait, qui get shit done? Oui, bien, on voit de tout. On voit des histoires à succès. Il y en a des deux côtés. Mais je te dirais que généralement, la bonne planification va payer à long terme. Après ça, l'idée, c'est d'identifier les marchés qui sont les plus prometteurs à court terme. Bien honnêtement, les lowest hanging fruits. Là, tu veux aller tirer avantage de ce qui, dans ton cas, les fruits qui sont déjà à terre, peut-être. Faut les récupérer. Ouais, OK, t'as raison. Mais tu veux prendre des marchés où c'est le plus simple. Puis donc, si la Californie, c'est un marché simple, ben vas-y, parce que tu as déjà des contacts, parce que tu sais comment ça fonctionne. Mais je pense pas qu'il y ait de recettes magiques, bien honnêtement. Il n'y a pas de « si tu vas à l'international, maintenant, tu vas faire plus d'argent », mais... La planification, tu l'as dit, la préparation, puis en même temps, les ressources que tu es prête à allouer à ton entreprise et où les collaborateurs que tu as qui veulent t'accompagner dans ce mandat-là à l'international va faire que tu vas avoir un succès, là. Puis parlant de collaborateurs, on a à part Desjardins et Gowling naturellement, on est d'accord. Avec qui vous aimez travailler? On entend Economic Development Canada, là, EDC. Qui on appelle là, demain là, si on veut exporter? Sur quel site on tombe? Ben, Gowling en premier, Desjardins en deuxième. Il se flatte. Écoute, c'est facile, là. Exportation Développement Canada, un incontournable. Export Québec et tous ses programmes. Là, ils ont changé de nom 138 fois. Là, je pense que c'est le ministère du Développement économique et... Innovation, exportation. L'innovation, c'est ça, qui a changé plusieurs fois de nom. C'est des incontournables. Et évidemment, ben, si on est dans une région, soit du Québec ou à Montréal, ben, il y a les ORPEX qui existent, donc les organismes de promotion de l'exportation, qui sont là, qui ont plein de services, des trucs souvent gratuits. Puis qui là-dedans nous donne de l'argent? Tu sais, il y a du monde qui donne des services, mais souvent, les entrepreneurs, on veut savoir, OK, c'est cool les services, là, mais je veux de l'argent. Qui c'est qui donne des subventions ou de l'argent quand tu veux exporter? Ben moi, chez Biogénique, c'était Export Québec, là, qu'on a eu un PEX, un programme d'aide à l'exportation. Mais c'est des remboursements de dépenses. Il faut quand même que tu frontes l'argent puis que tu envoies tes factures trimestrielles. Mais c'était le fun. La traduction qui était couverte là-dedans pour le site web, les pamphlets, le matériel marketing. Donc, les salons à l'étranger, ça rentre là-dedans, des études de marché. Pour la Californie, les Belle-Îles. OK. Exact. Mais je te dirais, les ORPEC sont ceux qui sont le mieux placés parce que les ORPEC sont subventionnés par le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec. Puis généralement, ceux qui vont donner des fonds ou qui vont donner des programmes, ça va être un programme quelconque là, du gouvernement du Québec ou du Canada. Puis après ça, ben, il y a tous les intervenants sociaux. Tu sais, à Montréal, on a Montréal Inc., PME Montréal. Il y a plein de... Il faut aller dans vos milieux puis rencontrer ces gens-là. Moi, c'est sûr que quand on parle du domaine technologique, j'ai eu vraiment beaucoup d'aide et j'adore la gang du C100. C'est un regroupement au début, c'était 100 Canadiens, mais maintenant, c'est rendu beaucoup plus gros, basé à Silicon Valley. Puis on sous-estime la valeur de Facebook, de juste joindre le groupe du C100. Ils font des événements du 5 à 7 toutes les semaines à Mountain View. Et c'est tous des Canadiens qui sont là juste pour s'entraider. L'ancien CFO de Google était québécois. Et lui, c'est juste ça qu'il demande d'aider des entreprises à développer. Ça, donc, du réseau local, d'être capable de comprendre. Puis, tu sais, je veux juste rebondir un peu sur ce que tu disais tantôt. Comment je fais pour pas me faire dépasser? C'est sûr que je prêche pour ma paroisse, mais il faut que tu trouves une façon de protéger ce qui est unique chez vous, ton différenciateur de marché. Il faut que tu trouves une façon de le protéger. Puis déjà, des gens viennent chez nous des fois en panique en disant... Mais y a une forme juridique que tu préfères? Bien, moi, c'est sûr que je travaille avec le brevet, mais peut-être que c'est une question de packaging. Il y a du dessin industriel dans la façon que ta bouteille est faite. Je sais pas, j'extrapole, mais... Puis évidemment, la marque de commerce. Mais après ça, si tu vois une copie de ton produit sur le marché, bien, il est peut-être un peu tard des fois, mais dans certains cas, c'est une opportunité aussi. Peut-être que toi, tu peux aider cette entreprise-là qui a déjà commencé à développer ton marché en lui disant, sais-tu quoi?
je t'empêche pas de travailler, mais je vais t'aider à travailler, puis on va partager les bénéfices. Parce que souvent, c'est un marché que tu n'aurais pas pu développer par toi-même à cause de la quantité de ressources que tu es prêt à mettre à l'international. Fait qu'il faut pas non plus voir ça comme étant toujours une menace quand quelqu'un utilise ton idée, mais des fois, c'est une très bonne opportunité. Mais il faut connaître l'environnement juridique dans lequel on travaille. Pas pareil aux États-Unis de faire un deal entre deux entreprises qu'en Europe ou qu'au Canada. Sur ces belles paroles, messieurs, merci beaucoup. C'était vraiment très enlightening. C'est déjà la fin, malheureusement. On a atteint notre temps. Ça a passé trop vite. J'espère que les gens dans la salle à Expo Entrepreneur, vous avez appris beaucoup. On fait des tatons, on dit allô. Donc, je résume, en fait, bien réseauter, bien connaître l'environnement, faire ses devoirs avant, appeler le plus possible les ressources en place avec Desjardins, mais aussi les Orpex et EDC de ce monde. Et c'est vraiment là qu'on peut aller chercher, maximiser notre impact, le bang for the buck, comme on dit. C'est ça la clé du succès. Benoît, Jean-Michel, David, merci. Merci et à tous. À la prochaine. Merci. Des entrepreneurs qui n'ont pas peur des défis. Des experts qui amènent leurs meilleurs outils. C'était Dans le garage. Avec les dérangeants.